À l'est de Paris, voici la Marne. C'est ici, le long de cette rivière, que se trouve une maison de plaisance. Voici le château de Champs-sur-Marne. Cette bâtisse, conçue par les architectes Bullet père et fils, est un modèle du goût et de l'élégance à la française. Au début du XVIIIe siècle, les riches officiers et les financiers du royaume se font construire à la campagne de superbes maisons. Cette bâtisse en est l'un des plus beaux exemples. Une maison de plaisance, c'est une maison de plaisir. C'est-à-dire, on y vient à la belle saison pour y trouver à la fois le confort d'une maison de campagne, telle qu'on l'appellerait aujourd'hui, ou un repère de chasse à l'automne, puisque c'était aussi un lieu de chasse important. Elle est très vitrée et elle est archi-vitrée, c'est-à-dire là, au niveau de cette façade-là, de l'autre façade et sur tous les côtés. Il n'y a pas une pièce où il y a au moins 2 à 3 grandes vitres. Et ça, c'est ce qui fait l'originalité du château de Champs. À l'intérieur de la demeure, la lumière est partout présente. Dans ces lieux, princesses et ducs mènent une vie brillante, dans un décor rococo somptueux, comme ici, dans le salon chinois. Le goût du jour, c'était l'exotisme. C'était cet Orient imaginé qu'on appelle aujourd'hui les chinoiseries. Chinoiseries puisque, à cette époque, en 1750, qu'est-ce qui faisait rêver? C'était l'Orient. Ces peintures décrivent le style de vie et les activités pratiquées par cette belle société dans le parc du château. On joue à Colin-Maillard. Colin-Maillard, c'est le jeu par excellence que l'on retrouve, même à Versailles, un peu partout. On le retrouve aussi dans le parc du château de Champs. On joue au jeu du volant, mais on fait aussi autre chose. On fait du jardinage, on fait quelque chose d'assez extraordinaire qui n'existe pas, la chasse à l'autruche. La décoration intérieure du château reflète la caractéristique de la maison avec cet extérieur extraordinaire de jardin à la française. Si la France est aujourd'hui propriétaire de ce lieu magique, c'est grâce à un couple qui a sauvé le château. Voici le comte Louis Quint d'Anvers et sa femme Louise. Il est le fondateur de la banque Paribas. À la tête d'une immense fortune, le couple tombe amoureux du château. Après la Révolution, il est en très mauvais état. Ils vont le faire revivre. Quand ils achètent Champs en 1895, le monument n'est plus du tout dans le même état. Mais ils ont décidé d'en faire un pari et de lui redonner son luxe du XVIIIe siècle. Ils ont commandé à l'architecte Walter Destailleur la restauration totale du château pendant 4 ans avant d'y habiter, pour dire le travail colossal qu'ils ont souhaité y faire. Et on va récupérer des collections extraordinaires grâce à cette volonté d'assembler. Avec leurs immenses moyens, ils réunissent des centaines d'objets précieux. Quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, leur fils Charles lègue la bâtisse à l'État. Sans le savoir, il la sauve une deuxième fois. Pendant la guerre, les nazis vont en effet confisquer les biens appartenant aux familles juives. En 1959, sur les conseils d'André Malraux, son ministre de la Culture, De Gaulle décide de faire de Champs-sur-Marne un outil au service de la République.
La grande idée du général, c'est de faire de la bâtisse la résidence des présidents africains. Ils seront une vingtaine à être reçus au château. En 1961, c'est Léopold Sédar Senghor, le président du Sénégal, qui effectue une visite officielle. Et le protocole est toujours identique. Le séjour commence par une réception à la mairie. On réquisitionne les enfants des écoles pour lire de petits discours et chanter. Les habitants saluent le président. Et après un bain de foule, il rentre chez lui. Car pendant la visite, comme pour une ambassade, le château de Champs n'appartient plus à la France. C'est le drapeau du pays invité qui flotte à son sommet. La suite est aussi réglée au millimètre. Lors de la première soirée, on organise un dîner de gala. Garde républicain et habit d'apparat. C'est alors le général de Gaulle qui est accueilli sur le perron par le président invité. Ce soir-là, c'est le président Tsiranana de la toute jeune République malgache qui reçoit. Mais bien sûr, lors de ces réceptions, c'est la France qui règle l'addition. Et rien n'est trop beau. Cuisinier de l'hôtel Crillon, dessert de chez Le Nôtre, la République sort le grand jeu. C'est la France qui cherche à montrer tout son décorum dans ce qu'elle a de plus élégant, pas forcément dans ce qui a le plus tape à l'œil forcément, mais dans ce qui est le plus élégant. Et c'est vrai que le château de Champs, c'est l'élégance à la française. C'est pas pour rien qu'il a été choisi. Quand les chefs d'État venaient ici, forcément, c'était pas Versailles, mais c'était quand même du même niveau. Mais après le faste, vient l'heure de la diplomatie. C'est dans ce bureau que l'on négocie. Dans les années 60, l'époque est à la décolonisation. La France a choisi d'aider ou de continuer à aider, mais aussi parce qu'elle avait des intérêts. Et dans ces intérêts, il y avait un certain nombre de ressources, par exemple l'uranium, et aussi les essais nucléaires qu'elle faisait dans le Sahara elle-même, au début. Donc tout ça devait se discuter quand même. Et ça faisait partie de ces échanges. Mais on pense très certainement qu'il y a eu des pourparlers secrets également pendant la période de la guerre d'Algérie. Et ça, c'est des traces qu'on n'a pas. Nous partons à présent à l'ouest de la capitale. Niché au cœur d'une nature préservée depuis des siècles, voici le château de Rambouillet. Lui aussi a servi la République. À l'abri de ses murs, pendant 50 ans, se sont écrites quelques-unes des grandes pages de l'histoire de la politique internationale de la France. En découvrant Rambouillet, ce qui frappe tout d'abord, c'est son architecture. Une tour médiévale, une aile 18e, encadrée par une tourelle empire. Ce lieu chargé d'histoire a servi de décor au ballet diplomatique des plus grands dirigeants de la planète. C'est au château de Rambouillet que vont se clore les entretiens entre les deux chefs d'État. Les conversations entre les deux anciens compagnons d'armes se sont déroulées dans l'atmosphère très amicale et cordiale qui a traditionnellement caractérisé les relations franco-américaines. Avec cette rencontre, en 1959, entre De Gaulle et Eisenhower, s'ouvre la grande période de Rambouillet. C'est fini. C'est le général qui va faire du château le haut lieu de la diplomatie française. Au revoir, Ike. Isolé et facile à protéger, le domaine devient incontournable lors des sommets internationaux.
En avril 1960, en pleine guerre froide, c'est Nikita Khrouchtchev qui est reçu. Malgré les apparences, les discussions sont tendues. 2 mois plus tôt, la France a effectué son premier essai nucléaire. Monsieur Brejnev a exposé au président de la République le déroulement de ces négociations avec le président Nixon. Juin 1973, changement de président. C'est un Georges Pompidou déjà affaibli par la maladie qui reçoit un autre numéro 1 soviétique, Léonid Brejnev. L'époque est aux négociations sur le désarmement entre l'Est et l'Ouest. Lors de ces grands rendez-vous, les pièces historiques du château sont mises à contribution. C'est ici que se tiennent les pourparlers, dans la grande salle à manger du 18e ou encore dans la salle des marbres. Ces lieux sont aujourd'hui ouverts au public. Mais ce n'est pas le cas du dernier étage. Exceptionnellement, l'administrateur de Rambouillet nous ouvre les portes de ces pièces, encore interdites d'accès. On est en pleine diplomatie avec des chambres pour accueillir les délégations étrangères lorsqu'un président étranger est invité par le président français. Ces lieux sont tenus secrets car ils sont encore réquisitionnables à tout moment par la présidence de la République. Au bout du couloir, voici la pièce la plus sécurisée pendant les visites d'État. Le président étranger invité par le président français a l'avantage de la mise à disposition de ses appartements, donc salon, bureau et une chambre au premier étage. Une chambre chargée d'histoire. Car c'est ici qu'est mort en 1547 François Ier. Sous l'œil de ce roi, Rambouillet devient dans les années 70 le carrefour mondial des négociations. Il est né ici un esprit de Rambouillet, responsabilité et coopération. Les 6 hommes d'État sont résolus à en finir avec ce gaspillage de richesses humaines qu'est le chômage. En novembre 1975, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, se tient à Rambouillet un sommet historique. C'est le premier G6. Il réunit les dirigeants des 6 pays les plus industrialisés du monde. Une nouvelle page des relations internationales s'ouvre, centrée autour du commerce et de l'économie. En atterrissant sur les pelouses du château de Rambouillet, le numéro 1 américain a bien sûr voulu souligner les liens très privilégiés entre lui et le président français. À partir des années 90, le château devient trop petit pour recevoir les grandes réunions internationales. Mais lors des crises, comme ici la première guerre du Golfe, c'est encore entre ces murs que l'histoire s'écrit. Le président Mitterrand a été en effet tenu au courant jour après jour des décisions et menaces américaines envers Saddam Hussein. En 2009, la visite de Vladimir Poutine est la dernière d'un chef d'État étranger sur le domaine. 50 années d'histoire diplomatique prennent fin. Aujourd'hui, Rambouillet n'est plus une résidence présidentielle. Mais le domaine conserve de cette grande époque un trésor. Au bout du parc, cette grille protège un site encore aujourd'hui fermé au public. Jean-Marc Poiret est le garde de ce lieu. C'est ici que pendant des décennies, les personnalités invitées par la France venaient chasser. Car à Rambouillet, la chasse a servi la diplomatie. On rentre vraiment dans le domaine là, actuellement. Le domaine est clos de mur, il n'y a aucun entrant. Voilà. C'est vraiment un domaine qui est privilégié, qui a, je veux dire, un petit noyau dur au cœur de la forêt domaniale de Rambouillet. Ces chasses ont été supprimées en 1995 par le président Jacques Chirac. Mais ces 14 km de murs abritent une diversité écologique unique que l'État a décidé de préserver.
on va peut-être aller voir les largeurs. Ouais. Au cœur de la réserve, Jean-Marc a rendez-vous avec Jean d'Aussonville, le commissaire du domaine national de Rambouillet. Cette partie-là qui est en train de se refermer et qui est inutile, elle va en faire plus qu'une. Ça nous permet de faire une économie d'au moins 3 passages. Ensemble, ils s'interrogent sur des travaux à mener sur des tirets. Les tirets sont un élément caractéristique du paysage de Rambouillet. Car ici, tout est pensé pour la chasse. Des kilomètres de haies ont été plantés. Le but, permettre aux faisans de s'abriter et organiser les battues. Les faisans, ils viennent piéter, c'est-à-dire qu'ils viennent se réfugier dans les haies. Ils s'y cachent, ils viennent s'y nourrir parce qu'il y a des insectes. Et puis, on les rabat de très loin, c'est-à-dire au-delà des arbres là-bas. Donc les rabatteurs arrivent de très très loin. Et les faisans, ils avancent en marchant. Et puis au dernier moment, ils se disent que quand même il y a beaucoup de bruit. Et hop, ils décollent. Et ils décollent au-dessus des arbres qu'on voit là. Et ils sont très très hauts quand ils arrivent au-dessus de la ligne de tir. Ce qui fait que pour les tireurs, ils ont des oiseaux sauvages qui arrivent à toute vitesse, très haut. Et c'est très difficile. Et c'est bien comme ça. À Rambouillet, c'est par une chasse que commença la journée. La chasse se déroula classiquement. Les rabatteurs s'étaient avancés à travers les fourrés pour faire lever les faisans. Nous sommes en janvier 1966. Ce jour-là, sur les postes de chasse, messieurs Kosygin et Gromyko, 2 dirigeants de l'Union soviétique. Le meilleur tireur fut, paraît-il, M. Gromyko. À l'invitation du général de Gaulle, avant un sommet, il profite du domaine. Fin stratège, le président a bien compris que la chasse est ici bien plus qu'un divertissement. Au total, le tableau qu'on présenta au général de Gaulle comprenait 260 faisans, 23 lapins, une bécasse, plus un merle tué par accident mais qui ne fut pas présenté. Le président de la République admira le tableau, puis l'on passa aux choses sérieuses. Et oui, les choses sérieuses, car la chasse à Rambouillet est avant tout un instrument politique. Elle permet de mettre les négociateurs en condition. Son état-major, M. Gromyko, déjà nommé, et M. Guérilline, vice-premier ministre. Ça servait à les faire se rencontrer. Ça crée du lien. C'est comme le rugby. Ça crée de l'émotion partagée. Une fois que vous avez une émotion forte, il y a une barrière qui tombe. Et puis après, vous parlez autrement à l'autre. La chasse, c'est ça. Jean-Marc reprend sa tournée. Ce matin, il est à la recherche de l'animal emblématique du domaine. On a un cercica juste devant nous, en plein dans le carrefour. C'est assez exceptionnel. C'est une belle rencontre, car le cercica est un animal craintif, difficile à observer. Le cercica qui est en train de se dérober. On en a environ une 50aine, là, je pense. Il y a cerf, biche, bichette et faon. L'histoire du cercica du Japon est étonnante. Elle se mêle à celle des relations diplomatiques de la France. Car ces animaux sont les descendants de quelques couples offerts en 1890 par l'empereur du Japon au président Sadi Carnot. Ils forment aujourd'hui un cheptel unique au monde par la pureté de sa race. Il y a eu 7 cerfs et 6 biches qui ont été mis à Rambouillet. Donc on est vraiment là devant le joyau du domaine. C'est le cica, c'est quelque chose qui est exceptionnel dans le sens où il est resté dans un clos de mur, il s'est reproduit à l'intérieur, il n'y a pas eu d'éléments extérieurs qui sont venus. On a quelque chose qui est unique. On ne connaît de mémoire aucun territoire qui a ce cheptel depuis plus d'1 siècle. Mais à Rambouillet, la chasse n'est pas le seul outil diplomatique. Ici, en marge des sommets,
les invités étrangers peuvent aussi découvrir ce que l'histoire de France nous a légué de plus étonnant. Exemple, avec les fabriques. Ce sont de petites constructions nichées au fond des bois. Voici la plus fameuse. C'est l'un des joyaux de Rambouillet, la chaumière au coquillage. De l'extérieur, cette petite maison n'a rien d'extraordinaire. Pourtant, en poussant sa porte, voici ce que l'on découvre. Un décor étonnant, fait de milliers de coquillages et de nacres. C'est le principe des fabriques, surprendre le visiteur, lui donner l'illusion d'un ailleurs. En 1770, ce petit bijou est construit pour une femme. Le propriétaire de Rambouillet est alors le duc de Penthièvre. C'est l'une des plus grandes fortunes du royaume. C'est pour sa belle-fille, la princesse de Lamballe, qu'il fait construire la chaumière au coquillage. La princesse est l'une des confidentes de Marie-Antoinette. La princesse de Lamballe vient avec un petit groupe d'amis, elle se promène et au cours de sa promenade, elle s'arrête ici et elle se détend. Les jardins ont toujours été un lieu de détente et un lieu de fête. Et pour cette époque-là, c'était exactement le cas. Ici, le luxe est dans chaque détail. Vous avez un miroir et de part et d'autre de ce miroir, vous avez deux petites niches avec des petits volets en métal peint dans le même décor que le reste de la pièce. Et de ces petites niches sortaient des automates présentant des plateaux et des produits de toilette à ces dames qui pouvaient se repoudrer le nez avant de repartir en promenade. C'est un luxe, c'est un raffinement inouï. À quelques centaines de mètres de la chaumière, voici une autre fabrique, la laiterie de la reine. C'est le cadeau d'un roi à sa femme. Ce roi, c'est Louis XVI. Tombé amoureux de Rambouillet, il insiste pour que le duc de Penthièvre lui vende le domaine. Il veut venir chasser ici et doit convaincre sa reine, Marie-Antoinette, de l'accompagner. À l'époque, celle-ci trouve l'endroit fort ennuyeux. Il va donc lui faire une surprise. Il faut s'imaginer cette laiterie prise dans un écrin de verdure. Et Louis XVI pousse le raffinement jusqu'à faire construire une palissade de verdure qu'il fait effondrer à l'arrivée de Marie-Antoinette, qui découvre cette façade de temple. Et rien n'est trop beau pour la reine. Au mur, des sculptures en marbre de Carrare. Elles glorifient un breuvage alors très à la mode, le lait. Imaginez, lorsque Marie-Antoinette est à Rambouillet, vous avez à l'arrière de la grotte un puits et deux personnes mettent en eau la grotte et les jets du sol. Ils pompent. L'eau jaillit des coquillages qui sont scellés dans les enrochements, donc remplissent les bassins. Vous avez des récipients en porcelaine de Sèvres qui contiennent du lait et l'eau fraîche vient rafraîchir le lait. Et malgré tout, Marie-Antoinette, à qui on vient de terminer le hameau de la Reine, n'accroche pas du tout avec le domaine de Rambouillet. Rambouillet bénéficie d'un autre legs de Louis XVI. Voici la Bergerie nationale. C'est la première ferme expérimentale de France. Elle est le reflet de la passion du roi pour l'agriculture et l'élevage. En 1780, on fait venir dans ces bâtiments les plus beaux spécimens d'animaux d'élevage de toute l'Europe. Et de cette époque, on a conservé un témoignage étonnant. Comme chaque matin, Élodie a rendez-vous avec ses brebis. Là,
C'est donc le bâtiment avec les mères et les petits. Et comme d'habitude, elles sont impatientes. C'est tous les matins comme ça, oui, oui, oui. On est aux petits soins avec elles, car ces brebis mérinos sont des stars. Elles sont les descendantes directes d'un troupeau historique. Ils sont arrivés d'Espagne en 1786. Ils sont partis fin mai de la région de Ségovie. Ils sont arrivés le 12 octobre ici en 1786. Et depuis lors, ils n'ont pas bougé de là. Le troupeau est élevé en consanguinité contrôlée, donc ce qui en fait une curiosité scientifique et historique. Il est maintenant unique au monde, puisque c'est le seul représentant de la race des mérinos du XVIIIe siècle en Espagne. La bergerie est un peu un lieu de pèlerinage à cause de ça. À l'époque de Louis XVI, ces bêtes valent de l'or, car leur laine est l'une des meilleures d'Europe. Dans un autre bâtiment, on conserve les mâles reproducteurs. Oh, vous êtes beaux, hein. Oui, vous êtes beaux. Ce troupeau intéresse aujourd'hui beaucoup les scientifiques, car malgré plus de 200 ans d'élevage en consanguinité totale, les animaux sont en bonne santé. On n'a pas de monstres, on n'a pas de stérilité avérée. Et donc les scientifiques se rendent compte qu'il y a quelque chose comme une purge dans la consanguinité. Et ce troupeau sert de référence à des recherches justement pour extrapoler sur d'autres races animales, sur d'autres espèces, comme les bovins. Direction à présent le sud-est de la France et les Alpes. C'est au pied de sommets enneigés que se trouve une autre résidence d'État. Voici le château de Vizille. Situé à quelques kilomètres de Grenoble, c'est le plus prestigieux du Dauphiné. Depuis le XVIIe siècle, le château de Vizille est un lieu de pouvoir. Pourtant, en 150 ans, il a perdu beaucoup de sa prestance. Voilà à quoi il ressemblait au début du XIXe siècle. C'est alors une immense bâtisse. En 1825 et 1865, deux incendies ravagent le château. Il perd alors sa salle du jeu de paume, une pièce historique qui abrita un événement fondateur de la République. Cette pièce est aujourd'hui symbolisée par ces haies. C'est dans cette salle, qui est le plus grand espace, donc on peut mettre le plus de monde possible, qu'a eu lieu le 21 juillet 1788, l'Assemblée de Vizille, qui est la première assemblée politique d'ampleur qui va réclamer la convocation des États généraux. Et on considère, à juste titre ou pas, que Vizille est le berceau de la Révolution française. Dans les rues de Grenoble, en ce début d'été 1788, la révolte gronde. Depuis les toits, la foule en colère bombarde les troupes royales de tuiles et de pierres. Elle proteste contre l'interdiction faite au Parlement de la ville de se réunir. Cette journée deviendra célèbre sous le nom de Journée des Tuiles. À la suite de ce soulèvement, des aristocrates, des ecclésiastiques et des représentants du tiers-État décident de se réunir au château de Vizille. Le 21 juillet 1788,
pour la première fois, une assemblée regroupant les 3 ordres réclame la convocation d'États généraux à Paris. Nous sommes un an avant 89 et cette assemblée va avoir un grand retentissement parce que non seulement on demande la convocation des États généraux, mais des réformes dans leur organisation et dans la façon dont ça va se passer. On demandait à ce que le royaume fonctionne mieux, tout simplement. Avec son jeu de paume, le château de Vizille est entré dans l'histoire nationale. Et en 1924, quand son dernier propriétaire décide de le vendre, l'État se porte acquéreur. On achète car le lieu est symbolique et que la région est alors très à la mode. Elle possède un trésor venu des cimes, l'eau. Au flanc des montagnes, on construit des kilomètres de conduites forcées. Car on sait maintenant exploiter la puissance hydraulique. Cette nouvelle énergie est appelée la houille blanche. Grenoble et sa région attirent les investisseurs et les politiques. En 1925, le président Gaston Doumergue visite l'exposition internationale de la houille blanche. Et tout naturellement, c'est à Vizille qu'il prend ses quartiers. Le château devient résidence présidentielle. Et jusqu'en 1960, les dirigeants de la France vont s'y succéder pendant l'été. C'est au château de Vizille, en Dauphiné, que le président de la République est venu en ce début de printemps prendre quelques jours de vacances. En 1954, c'est René Coty qui est en congé. Vacances naturellement un peu coupées par les exigences des journalistes, auxquels, bien que remarquablement protégés par de vigilants services de sécurité, M. René Coty s'est aimablement prêté en compagnie de Mme Coty et de sa petite fille, Mlle Egloff. Les actualités de l'époque commencent à s'intéresser à la vie privée des présidents. L'arrivée au château est un événement. On peut déjà parler de communication politique. Pour la première fois, à la fin des années 50, on se met en scène. Et c'est là, à l'ombre du vieux château du connétable de Lesdiguières, que notre reporter a pu surprendre Mme Coty visitant en toute simplicité le charmant village dauphinois. Premières vacances présidentielles, vacances bien remplies. De cette époque oubliée, dans les anciens appartements du château, il ne reste que le décor. Après Vizille, Rambouillet et Champs-sur-Marne, cet été, c'est le fort de Brégançon, résidence et lieu de villégiature des présidents de la Ve République, qui sera à son tour ouvert aux visiteurs.